Bonjour. Aujourd'hui à Top Chrono, des organismes à but non lucratif à vocation culturelle ont de la difficulté à trouver du financement. On essaie de faire des miracles avec pas grand-chose, fait qu'il faut tenir ça assez serré. Quelle est la place de la femme en politique municipale en 2018 alors qu'elle représente seulement 30 % des élus au Québec? Alors présentement, les élus ont le pouvoir d'en faire une différence, mais aussi de favoriser l'égalité et de créer un climat, un environnement qui est favorable à la présence des femmes. Et le chemin de la réussite pour de jeunes entrepreneurs est parfois ardu. Nous avons rencontré une chocolatière qui ferme boutique 4 ans après son ouverture. C'est un rêve qui se brise, même s'il y a une transition et que je continue en ligne, ce ne sera jamais pareil. Mon nom est Barbara Laurentin, je serai avec vous pour les prochaines 45 minutes. Merci d'être avec nous pour une autre édition de Top Chrono. En premier lieu, parlons d'alimentation. Plusieurs entreprises offrent désormais des services de livraison aux familles en recherche de temps et de nouveautés culinaires. Marché Good Food, par exemple, a vu ses revenus grimper de plus de 400 % en un an, signe que la demande pour les aliments locaux augmente. Ces services sont-ils vraiment avantageux par rapport à l'épicerie traditionnelle? Voici le reportage de Michel Jean et de Nitala Ganzer. L'engouement pour les aliments locaux bat actuellement son plein. Les entreprises de livraison telles que Marché Good Food, Chef Plate et Cookit offrent des services avantageux à leur clientèle. C'est pas si cher payé quand on prend en compte déjà les portions sont généreuses, c'est livré à la porte, les recettes sont complètes, super bien présentées. Donc voilà, le prix est correct je pense. J'ai un planning assez chargé, je fais le boulot, le sport, etc. etc. Et du coup, quand je rentre chez moi, pouvoir juste me dire j'ai ma recette, juste à suivre les tâches et ça prend vraiment pas longtemps. Et ça, c'est une grande aide. Cependant, certaines voix s'élèvent contre le prix excessif et le manque d'implication écologique. La raison principale pour laquelle j'ai arrêté, c'est vraiment au niveau écologique. Je trouve qu'ils utilisaient beaucoup trop d'emballage pour ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Malgré tout, ces entreprises permettent d'offrir une vitrine aux fermes d'ici. Non, mais c'est un bon modèle d'affaires. Je pense pas que c'est un concurrent pour moi. Il y a Loufa Farm qui fait ça aussi, je pense un petit peu. Les contenants compostables, c'est des gros frais que nous, on assume, mais je sais qu'il y a des places qui les chargent, mais on parle entre 35 puis 75 cents s'ils prennent tous les ustensiles puis tout compostable. Ces entreprises visent donc une clientèle particulière en recherche de temps et d'innovation. Mais elles devront régler certaines inquiétudes environnementales pour toucher un public plus sensible à ces questions. Nicolas Ganzer pour Top Chrono. On le sait, vivre sur une ferme comporte des défis, mais se porter acquéreur d'une entreprise agricole peut s'avérer tout aussi complexe. Les fermiers qui sont prendre leur retraite se retrouvent parfois devant des choix ardus, n'est-ce pas, Andréane? Tout à fait. En fait, c'est une question assez embêtante pour la majorité des agriculteurs parce qu'actuellement au Québec, 85 % des entreprises agricoles sont des entreprises familiales. Donc, ça démontre à quel point c'est important l'affiliation dans ce secteur-là. Mais de laisser l'entreprise à ses enfants, c'est ardu parce que beaucoup d'agriculteurs ont tendance à se payer très peu au cours de leur vie active et d'investir massivement dans leur ferme pour la voir grossir au fil des ans. Ce qui fait qu'au moment de se retirer, ils ont très peu de liquidités et ils doivent obligatoirement vendre pour avoir assez de sous pour la retraite. Mais de vendre, c'est un problème aujourd'hui parce qu'une ferme, en 2018, c'est très dispendieux. On parle parfois de millions de dollars. Alors, c'est pas accessible à des jeunes au début de la vingtaine qui veulent reprendre la ferme familiale. On entend à ce sujet Simon, qui est agriculteur et qui désire justement reprendre la ferme de ses parents. Dans mon cas, vu que je travaille sur la ferme, j'en ai comme eu une partie salaire que je n'ai pas. Ça va être comme déduit de l'achat d'actions dans l'entreprise. Puis, tranquillement, pas vite, j'obtiens des actions sans nécessairement les payer dans l'entreprise. Dans le domaine actuellement, il y a un certain désir de voir le gouvernement intervenir financièrement pour aider ces jeunes-là qui sont très motivés à poursuivre dans l'entreprise familiale, mais qui n'ont clairement pas les moyens d'avoir autant de dettes en début de carrière. Plus tard à l'émission, des organismes à but non lucratif à vocation culturelle ont de la difficulté à trouver du financement et nous avons rencontré 2 organismes qui font face à cette situation. Le parcours d'une OBNL, c'est un parcours assez chaotique qui nécessite évidemment beaucoup de temps, beaucoup de résilience. Il m'a fallu 8 ans
avant de pouvoir me verser mon premier salaire. Alors, faisons un petit survol de l'actualité avec les sujets qui ont retenu l'attention de notre journaliste Isabelle Bergeron. Alors, Isabelle, Walmart qui a fait beaucoup parler d'eux cette semaine, ils ont revenu sur la décision de leur récente mise à pied. Oui, en effet, les mises à pied du 29 mars, ils ont décidé suite à la grogne populaire des personnes handicapées qui avaient été mises à pied, là, qui faisaient partie du programme d'intégration à l'emploi, ils ont décidé de revenir sur leur décision de réembaucher ces personnes-là. On parle d'une vingtaine d'employés dans une vingtaine de succursales. Est-ce qu'on sait pourquoi? Qu'est-ce qui avait justifié cette décision-là? Est-ce que c'est une question de ressources financières? Ça m'étonnerait que ça soit des ressources financières parce qu'en fait, ces personnes-là étaient payées... En fait, Walmart déboursait 6 $ par jour par personne. Alors, c'est pas beaucoup si on le compare aux 11 et 25 $ que les employés du Québec sont payés au salaire minimum. Alors, la raison financière est difficilement justifiable. Puis la réembauche des employés, bien, ils ont décidé de les réembaucher comme des personnes, comme des employés des employés normaux, en fait. OK. Faisons pas partie du programme. Exactement. Ils ont dit qu'ils allaient peut-être faire ça, là, mais on n'a pas les détails encore. Bon, on verra si ça va motiver ces gens-là à vouloir revenir travailler pour Walmart. Parlons d'un autre revirement de situation. C'est le Grand Prix de Monaco qui fera revivre les Grid Girls. Qu'est-ce que c'est des Grid Girls, Isabelle? Des Grid Girls, c'est les filles qu'on voit avec des pancartes qui sont à la ligne d'arrivée. Là, souvent, ils tiennent le nom du pilote avec son numéro dans la position dans laquelle il part, ou son numéro de pilote. Okay. Alors, l'entreprise Liberty Media, je crois, oui, Liberty Media qui avait racheté les Grands Prix de Formule 1 en septembre 2016, en janvier, avait annoncé que les Grid Girls correspondaient plus tellement à l'entreprise, à la philosophie de l'entreprise. Alors, il avait décidé de les remplacer par des Grid Kids. Mm-hmm. Ça, c'est des enfants qui sont souvent des pilotes de course de go-kart ou de kart. Là. Okay. Alors, finalement, ils ont décidé de les remplacer, mais ça a soulevé un petit peu la grogne populaire. Et le président de l'Automobile Club Monaco, Michel Bory, a décidé de finalement dire que lui, il ne voulait pas respecter la nouvelle règle de l'entreprise. Il a dit que je le cite, « Ces filles-là sont jolies, elles font partie du paysage de la F1, au nom de quoi je m'empêcherais de faire gagner la vie à 30 jeunes filles. » Très bien, merci Isabelle. Les visites au musée ne sont plus les mêmes. En effet, de plus en plus de gens aiment se prendre en selfie devant les œuvres, une occasion sur laquelle le Musée des beaux-arts de Montréal a sauté et utilise maintenant le selfie au musée comme un outil de marketing. Geneviève, vous êtes rendue au Musée des beaux-arts de Montréal pour voir l'impact de cette tendance. En effet, il est presque impossible maintenant de ne pas se prendre en photo avec les œuvres. Le Musée des beaux-arts de Montréal encourage maintenant ses visiteurs à prendre des photos avec certaines de leurs œuvres. On s'est posé la question, quelles sont les retombées pour le musée? On a rencontré Pascale Chassé, la directrice des communications du Musée des beaux-arts de Montréal. Écoutons-la. De façon générale, les gens vivent des expériences positives au musée. Donc, les retombées sur les réseaux sociaux sont excessivement positives. Et puis pour nous, c'est génial parce que ça multiplie, ça multiplie les voix, ça fait la promotion des expositions. L'autoportrait au musée est une tendance de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. Une page Twitter créée en 2014 a été dédiée au Museum Selfie Day. Avec cette tendance, le Musée des beaux-arts a un but très précis. Pour nous, c'est un bonheur total parce que ça fait vivre notre collection, ça fait vivre nos expositions. Ces gens-là deviennent tous des ambassadeurs. Nous avons parlé à des visiteurs pour connaître leur opinion sur le sujet. Écoutons-les. Oui, moi, ça me dérange parce que souvent, les gens, quand ils ont le selfie, la manière qu'ils vont se déplacer, ils peuvent rentrer sur toi ou sur un autre. C'est une manière aussi d'apprécier l'art. Et c'est leur opinion de l'art, un peu, disons. Et ils veulent faire partie un peu de l'œuvre d'art aussi. Alors, je pense que c'est correct, ça ne me dérange pas. Si ça fait plaisir aux gens, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, cette tendance semble être là pour rester. Ici Geneviève Mousseau pour Top Chrono, Montréal. Plusieurs organismes à but non lucratif à vocation culturelle peinent à trouver leur financement, qu'elles soient récentes ou bien ancrées dans le milieu des arts. Elles travaillent sans relâche à recruter les fonds qui mèneront à bien leurs projets. Nos journalistes sont allés à la rencontre de deux organismes qui tentent d'ouvrir le public aux différentes manifestations de l'art ici à Montréal. Pour un festival. Plus que l'argent, je veux voir mon Dieu, plus que la vie même. Phoenix Musical est un regroupement de bénévoles qui veut initier le public montréalais aux comédies musicales. Créé en 2014, l'organisme peine chaque année à joindre les deux bouts et à mener à terme leur projet.
produire un spectacle comme celui qu'on vient de faire avec Au fond des bois, c'est des gros budgets. C'est un budget qui tourne autour de, je dirais, ça dépend des années, mais entre 13 et 18 000 $ à chaque année, puis juste pour la production. On essaie de faire des miracles avec pas grand-chose, fait qu'il faut tenir ça assez serré. La province de Québec compte près de 47 000 OBNL selon les derniers chiffres diffusés publiquement en 2013. La grande majorité d'entre elles sont des petites structures qui luttent pour leur survie malgré l'emploi de bénévoles. On ne produit pas des spectacles assez gros pour recevoir des grosses commandites de, par exemple, des jardins ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours très difficile de trouver des commandites. Regardez mon potager. L'organisme de Stéphanie et Sam doit donc réunir près de 35 000 $ pour les 2 spectacles annuels, malgré l'absence de subvention du gouvernement. Ça rend ça compliqué, donc on ne peut comme pas appliquer à beaucoup de programmes de subvention. Cette année, on a appliqué au Conseil des arts. Ouais. On attend les nouvelles. Pour Art Souterrain, créé en 2009, la réalité est tout autre. Son financement provient à 70% d'aides des différents paliers du gouvernement. Notre budget annuel est à peu près de 900 000 $. Nos ressources découlent de subventions gouvernementales, donc qui viennent des 3 paliers du gouvernement, autant municipal, provincial que fédéral. Et l'autre partie découle de financements privés. Un budget qui lui permet d'avoir une équipe dévouée autour du projet. Et grâce à ce budget, ça nous permet d'avoir une équipe de 6 permanents et aussi à l'année de travailler avec, disons, une quarantaine de pigistes. La situation financière de Phoenix Musical est plus compliquée, certaines années étant plus ardues pour l'organisation. Donc, ça fait que quand on est dans le rouge, c'est un peu les gens qui ont prêté qui sont dans le rouge. Malgré la renommée actuelle d'Art Souterrain, ses débuts furent tout aussi difficiles. Le parcours d'une OBNL, c'est un parcours assez chaotique qui nécessite évidemment beaucoup de temps, beaucoup de résilience. Il m'a fallu 8 ans avant de pouvoir me verser mon premier salaire. La première et la deuxième année sont rarement financées par des fonds publics. Pierre Bocage, membre du conseil d'administration de PME Montréal, est un expert en financement d'OBNL. Il explique que monter une OBNL en art peut être difficile par rapport à d'autres domaines. C'est sûr qu'il y a des pans du secteur artistique qui sont complètement oubliés. Phoenix Musical est justement dans ce cas-là. Le théâtre musical rentre dans aucune catégorie. On tombe un peu dans un trou. Pourtant, il existe des solutions méconnues qui pourraient les aider à s'en sortir. Comme tu parles de petite organisation, on n'en voit pas beaucoup de dossiers déposés à, mettons, à PME Montréal Économie sociale. J'en ai pas vu tant que ça. Malgré les difficultés, Phoenix Musical a des projets prévus pour les 2 prochaines années. C'est des apprentissages qui sont super intéressants. J'ai l'impression qu'on met ça de côté parce que c'est juste de l'art, puis il n'y a personne qui va faire... Il n'y a pas personne, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont gagner leur vie en faisant ça. Mais c'est pas parce que les gens ne vont pas gagner leur vie en faisant ça que c'est pas important, que ça fait pas grandir les gens non plus. Ici Nicolas Ganzer pour Top Chrono. Nous avons avec nous le journaliste Nicolas Ganzer qui vient nous parler de son reportage pour approfondir plus sur le sujet. Alors Nicolas, pourquoi vous êtes intéressé aux OBNL? Bonjour Barbara. Les OBNL sont un pan important de l'économie du Canada. Les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance représentent 7,8% du produit intérieur brut. À titre de comparaison, c'est plus que le commerce de détail. Et il y a 2 millions de Canadiens qui travaillent chaque jour dans les OBNL, ce qui représente 11% de la population active. Et je me suis intéressé aux parents pauvres des parents pauvres, si tu m'excuses l'expression. Parce qu'il y a vraiment des pans du domaine qui sont complètement oubliés. Comme Phoenix Musical qu'on a pu voir dans votre reportage. Exactement, ouais. Barbara. Comme nous disait Pierre Bocage dans le reportage, il y a des domaines complètement qui n'existent pas dans l'art en fait. Et c'est pour ça que en fait, Phoenix Musical, quand ils font leurs applications, il y a la catégorie théâtre, il y a la catégorie musique, mais le théâtre musical n'existe pas. C'est pour ça qu'en fait, leurs financements sont la plupart du temps refusés à cause de cette raison-là. Et très rapidement, quelles pourraient être les solutions par rapport à ça?
Eh ben, ça serait par exemple d'appliquer à PME Montréal, comme nous le disait Pierre Bocage, parce qu'il s'occupe aussi des OBNL, car une OBNL, en fait, c'est une entreprise comme une autre. Elle a un organigramme, une équipe de direction, elle a un budget, des objectifs à atteindre. Et en fait, du coup, c'est ça. Elles doivent, en fait, le financement est vraiment le nerf de la guerre. Très intéressant, excellent reportage. Merci beaucoup, Nicolas. Plus tard à l'émission, le chemin de la réussite pour des jeunes entrepreneurs est parfois ardu. Nous avons rencontré une chocolatière qui ferme boutique 4 ans après son ouverture. C'est un milieu extrêmement difficile. C'est des 10, 12 heures, 14 heures, 16 heures. Puis quand c'est Noël, c'est ça, c'est du 7 jours sur 7, des heures de fou. Puis c'est correct parce qu'on fait, après ça, t'as enfin un profit, tu sais. Et nous aborderons également la question sur la place des femmes en politique municipale au Québec en 2018. Alors, présentement, les élus ont le pouvoir d'en faire une différence, puis aussi de favoriser l'égalité et de créer un climat, un environnement qui est favorable à la présence des femmes au sein des municipalités. En attendant que le printemps s'installe pour vrai, on essaie de s'organiser nos prochaines sorties en famille, entre amis cet été. Et Émilie Poirier, vous avez quelques activités à nous suggérer. Bien oui, hein, moi, depuis la mi-mars, j'ai le goût de troquer mon manteau pour enfiler mes shorts et mes gougounes parce que l'été se fait attendre. Et en plus, c'est vraiment le temps précis où les festivals publient sur leurs réseaux sociaux le dévoilement de leur programmation pour le printemps et l'été 2018. Et là, ben moi, j'ai dû faire une sélection des festivals parce que moi, les festivals, je pourrais en parler, j'en mange. Là. Donc, c'est ça, j'ai fait une petite courte liste de festivals. On va s'arrêter à 3. Oui. On va commencer avec le Santa Teresa, donc la Sainte-Thérèse. Oui, exactement. Un festival qui se déroule à l'extérieur de Montréal, donc à Sainte-Thérèse, proche de la Rive-Nord à Laval, parce que oui, Laval aussi, c'est bon côté. Il y a une opinion sur les gens de Laval, je sais pas. Mais en fait, c'est ça. Le festival, sont à leur 2e édition. Ça se déroule du 18 au 20 mai. Il y a une programmation qui n'a aucun bon sens. Il y a beaucoup d'artistes, on peut voir à l'écran. Il y a Feast, il y a Cheat Liquor qu'on appelle Nick Murphy aussi, il y a Hubert Lenoir qui est la coqueluche là, présentement au niveau de la musique québécoise, Milk and Bone, Dead Obies, bref, une super de belle brochette d'artistes pour le festival. C'est grâce à Julien Adelbaum, je ne sais pas si vous êtes familier avec Julien. En fait, Julien, c'est lui qui a amené la scène alternative sur la Rive-Nord à Laval. Il a engagé le premier groupe à venir jouer à la Feu et Crémathèque sur le boulevard Chemédé, Metric. Ça a fait un tonnerre et depuis ce temps-là, il y a beaucoup de bands qui viennent se produire à Laval. Donc, excellent travail de la part de Julien Adelbaum et sa troupe. Mais là, Barbara, j'entends déjà les gens de Montréal se dire « Eh bien, moi, j'habite à Montréal, qu'est-ce que je fais? Loin, Comment? » Laval, Exactement. c'est ça? Ben, ils ont pensé à nous. Hein. Il va y avoir des navettes qui vont se diriger du centre-ville jusqu'à la place du festival. Okay. Et donc, pas moyen, en fait, de dépenser trop d'argent pour faire des allers-retours Montréal et Laval. Donc, ils ont pensé à nous. Navette gratuite, c'est ça? C'est 35 pour le festival. Mais c'est 3 jours et les billets sont à 100 pour 3 jours seulement. Ça, c'est 300 moins cher qu'Oshiaga. En effet. C'est un pensez-y bien, donc ça vaut vraiment le détour. Ça vaut la peine. Donc, un autre festival, le Chromatique, que je ne connaissais pas, moi. Chromatique, c'est un festival qui se déroule pendant le printemps numérique. Donc, on est tout ce qui est dans la scène d'art digital, numérique, visuel, sonore. Selon moi, le festival Chromatique, c'est un excellent pont pour la relève parce que ça leur donne de l'exposition, mais aussi, ils jumellent des artistes internationaux qui prennent sur leurs ailes les artistes de la relève. Donc, ça c'est vraiment, vraiment amusant pour les faire découvrir, etc. Mais ils ont aussi l'ouverture et la fermeture du festival Les Nuits Chromatiques, qui est, selon moi, pour une valeur de 15 environ, une super belle soirée que tu peux se passer avec tes amis. Ben oui, la musique, etc. Mais bon, bref, c'est vraiment un excellent festival pour découvrir l'art numérique. Donc, on a tassé la musique, on se concentre sur l'art numérique. L'art numérique, intéressant. Et pour finir, il y a, pour les amateurs de cirque, il y a Montréal complètement cirque. Montréal complètement cirque qui revient encore pour leur 19e année, si je ne me trompe pas. Je veux pas... peut-être que je dis n'importe quoi, mais bref, ils reviennent cette année. La programmation n'est pas encore sortie, mais mon petit doigt me dit que encore là, ça va être un super beau festival et c'est, selon moi, parfait pour la famille. Il y a beaucoup d'activités extérieures, donc ça vaut le détour. Est-ce qu'on a les dates de Montréal complètement cirque? Pas encore sorties, hein? Pas encore sorties. Okay. Ça s'en vient là, prochainement. En tout cas, une panoplie d'activités à ne pas manquer cet été. Émilie, merci beaucoup pour son calendrier. Le 5 novembre 2017 avaient lieu les élections municipales au Québec. L'attention médiatique était plutôt forte autour de Valérie Plante, qui est devenue la première femme mairesse à Montréal. Ailleurs au Québec, des femmes ont cette position depuis plus longtemps, mais la parité semble encore bien loin. Notre journaliste Sonny Carpentier est allée sur le terrain pour comprendre quelle est la place de la femme en politique municipale en 2018.
En 2012, Pauline Marois a été élue première femme à la tête du Québec et c'est l'automne passé que Valérie Plante devient la première mairesse de Montréal. En politique, même si la parité est souhaitée depuis longtemps, elle est encore difficile à atteindre. Aujourd'hui, on s'intéresse au milieu politique municipal et au fameux plafond de verre que les femmes doivent briser pour avoir une vie en politique. Existe-t-il toujours et de quoi est-il constitué? On est présentement dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal parce qu'on vient rencontrer Maëva Villain. Elle a été élue le 5 novembre dernier avec Projet Montréal comme conseillère d'arrondissement. Faire une campagne électorale, ça coûte cher. Moi, j'ai dû prendre 3 mois sabbatiques. Donc, pendant 3 mois, je n'ai pas eu de salaire. Et puis, ça a des coûts. Tu contribues financièrement à ton parti politique. Puis, ça peut être 3 mois, puis tu gagnes, mais ça peut être 3 mois, puis tu perds. Le fait d'avoir été maire, tu vois la ville d'une autre façon, en fait. Avec une poussette, tu découvres tous les problèmes d'accessibilité. Rentrer dans un magasin, dans un métro avec une poussette, c'est l'enfer. Puis tu te rends compte que la ville, elle est faite seulement pour une partie de la population. Est-ce qu'il y a des inquiétudes, vous pensez, de la population auxquelles il faut réagir tout de suite en campagne et rassurer? Est-ce qu'il y a une différence entre un homme et une femme qui se lance en politique? Je pense qu'on a quand même parcouru un bon bout de chemin. Puis c'est ce que nous montre l'élection de Valérie Plante, c'est que les femmes ont travaillé très, très, très fort pour prendre leur place. Puis moi, je dois dire que j'ai beaucoup bénéficié de tout ce travail qui a été fait. Et je dirais que, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait une confiance de la population pour les femmes dans les affaires. J'ai jamais ressenti de doute à mon égard. Selon un sondage réalisé en 2013, 1 personne sur 2 au Québec pense que les femmes sont jugées plus sévèrement que les hommes en politique. Pourtant, les chiffres de l'élection de 2013 prouvent qu'il n'y a pas nécessairement de discrimination aux urnes. Alors que les femmes représentaient 28,8 % des candidates à se présenter en politique municipale, elles étaient ensuite 29,9 % des représentants élus, ce qui démontre que le nombre de candidates est proportionnel au nombre d'élus. Pour inciter les femmes à se présenter davantage, Isabelle Langlois, chargée de projet pour l'Union des municipalités du Québec, a mis sur pied la campagne « Ça prend des femmes comme vous ». Qu'est-ce qui est vraiment intéressant à propos des femmes en politique municipale, c'est que le problème ne vient pas de l'électorat. L'électorat vote de façon plus favorable à une femme qu'à un homme. Dans les pourcentages, si une femme se présente, elle a plus de chances d'être élue qu'un homme. La parité homme-femme est extrêmement importante dans le milieu municipal parce que présentement, qu'est-ce qu'on voit? C'est des conseils municipaux qui peuvent être composés seulement d'hommes ou encore à 90 % d'hommes. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on représente mal la population. Présentement, au Québec, 50,3 % de la population sont des femmes. Alors, on dépasse même les hommes de 0,3 %. Mais autour de la table, ça ne se reflète pas. Et encore aujourd'hui, dans les tâches ménagères, par exemple, ou dans les tâches familiales, c'est souvent les femmes qui prennent de plus en plus de place. Alors, dans le partage des tâches, c'est inégal. Ensuite, dans le marché du travail, ça se traduit de la même façon. Même chose pour la politique. C'est souvent les femmes qui partagent le plus gros des tâches ménagères, ensuite des tâches familiales et même des tâches de proches aidantes. Ça, c'est une conjecture qu'on voit de plus en plus. Des femmes qui s'occupent, en plus de s'occuper de leurs parents mourants, s'occupent des parents mourants de leurs conjoints. Alors après ça, on leur demande de venir en politique municipale et d'en plus travailler et d'en plus s'occuper d'une famille. C'est extrêmement difficile. Chantal Rouleau est mairesse d'arrondissement depuis 2010 et admet que les conditions ont tout de même évolué. De nouvelles règles qui ont été adoptées par le conseil municipal pour qu'il y ait cette conciliation travail-famille, qu'il y ait des conditions de congé parental qui n'existaient pas avant et qui existent pour les femmes et qui existent pour les hommes aussi. Les femmes changent les choses en politique. Elles ont une vision, une façon de faire différente de celle des hommes. Les femmes ont les mères ont des yeux tout le tour de la tête, là. Bien, c'est là que ça s'applique beaucoup. Ont une vision plus périphérique et plus sensible à l'environnement. Alors, la combinaison des deux fait qu'on prend de meilleures décisions. Dans les 4 prochaines années, autant les femmes que les hommes élus présentement peuvent mettre en place des mesures au sein de leur municipalité pour mousser les candidatures féminines aux prochaines élections, parce que ça se prépare d'avance. C'est pas vrai que si on fait une campagne à chaque 6 mois avant une élection, il va y avoir plus de femmes. Mais c'est si on travaille sur les politiques, au fur et à mesure, sur l'éducation, sur la socialisation, qu'on va avoir des changements. Les prochaines élections municipales auront lieu dans 4 ans. On sait maintenant que les Québécois sont favorables à avoir des femmes en politique. Reste à voir si on saura trouver des moyens pour pouvoir concilier plus facilement politique et famille. C'était Sonny Carpentier pour Top Chrono.
Restons dans la politique avec notre journaliste Thomas Laberge qui nous fait un survol de l'actualité politique qui a retenu son attention. Et Thomas, fidèle à lui-même, le président Donald Trump a fait beaucoup parler de lui cette semaine avec sa décision de déployer la garde nationale à la frontière du Mexique. Oui, en effet, le président américain a déclaré jeudi qu'il allait envoyer entre 2000 et 4000 militaires à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. M. Trump justifie cette intervention en affirmant que la situation de la frontière est à un point de crise. Il dit, et je le cite, qu'il y a un état de non-droit qui persiste à la frontière sud des États-Unis et qu'il n'a d'autre choix que d'agir. On connaît très bien les relations tendues entre le Mexique et les États-Unis, mais pourquoi Donald Trump a décidé qu'il était nécessaire d'envoyer la garde nationale? En fait, c'est la diffusion d'un reportage montrant une caravane en provenance de l'Amérique latine et comptant plus d'un millier de migrants qui voulaient traverser le Mexique en fait, pour se rendre aux États-Unis, qui a mis le feu aux poudres. Okay. M. Trump exigeait en fait que cette caravane soit arrêtée par le Mexique. Elle a finalement été démantelée jeudi avant son arrivée à la frontière américaine. La caravane, composée majoritairement d'Honduriens, était partie de Tapachula le 25 mars dernier. Est-ce qu'on sait combien de temps ça va durer, ce déploiement? Eh bien, mercredi dernier, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Mme Kirstjen Nielsen, a affirmé que le déploiement allait débuter maintenant, mais elle est restée très floue quant aux autres éléments de l'opération. M. Trump a affirmé que l'armée pourrait rester à la frontière jusqu'à la construction du mur. Ah, ce mur, il est toujours dans ses plans là, de faire construire ce mur-là. Oui, M. Trump a en effet réaffirmé la volonté de construire son mur dans un tweet où il attaquait assez violemment le Mexique. Bon, c'est un dossier qui reste à suivre. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. À bientôt. L'alimentation locale est de plus en plus populaire au Québec. Toutefois, manger local entraîne généralement un coût plus élevé. Il existe pourtant des commerces qui cherchent à offrir ce type de produits-là à des prix abordables. N'est-ce pas, Alexandre? En effet, l'achat de produits biologiques ou d'aliments locaux entraîne souvent une hausse de coûts que tous ne sont pas capables d'absorber. Pour pallier à cette situation, plusieurs initiatives essaient de fournir des solutions à différents niveaux pour régler ce problème. Il y a entre autres le café coopératif La Place Commune dans Parc Extension à Montréal qui tente de mettre en œuvre le plus d'options possibles afin de rendre les aliments sains abordables et accessibles à un plus grand nombre et souvent même des produits tout à fait gratuitement. On a rencontré l'administratrice de la coopérative Geneviève Boulay qui nous a fait part des nombreux projets qui sont mis en œuvre à la Place Commune. Je vous invite à l'écouter. On a un frigo communautaire. Ça, c'était une initiative extérieure. Dans l'épicerie solidaire, on essaie de faire des liens le plus étroits possible avec les fournisseurs. Donc, on a des produits frais et des produits secs. Un des points communs de tous ces projets est la mise à l'avant de l'accessibilité des produits avant la recherche de profit. Puis on essaie d'avoir les plus bas prix possibles. Donc, nous, en tant que commerce, c'est pas là qu'on va chercher notre profit nécessairement. Donc, on veut rendre la nourriture brute accessible. Et c'est différentes visions politiques qui animent le projet de la Place Commune. En effet, la coopérative essaie de proposer une vision différente du commerce et de proposer des modèles alternatifs au commerce plus traditionnel que l'on connaît déjà. But non lucratif, donc on est considéré comme un organisme à but non lucratif, ce qui fait en sorte que les gens peuvent appuyer le projet plus qu'en venant consommer, ils peuvent devenir membres. C'était Alexandre Laperrière dans le quartier Parc Extension à Montréal pour Top Chrono. Partir en affaires s'avère un rêve bien répandu. Chaque année au Québec, bon nombre de micro-entreprises sont créées par des entrepreneurs motivés qui souhaitent vivre de leur passion. Or, le chemin vers la réussite est parfois ardu. Actuellement, 2 micro-entreprises sur 3 ferment boutique au cours de leurs 5 premières années d'existence. C'est le cas qu'a connu Émilie Gagnon, une jeune chocolatière de Montréal. Andréane Martin l'a rencontrée quelques jours avant la fermeture de son commerce. Les gens viennent me voir quasiment pleurant pour me dire « Pourquoi tu fais un... » Je dis « Ben, il faudrait que vous m'achetiez plus de chocolat. » Passionnée de cuisine, Émilie Gagnon a voulu en faire son métier. J'étais vraiment bonne en cuisine depuis que je suis toute petite. C'est ça que j'aimais vraiment le plus faire. J'ai décidé d'aller faire un cours en pâtisserie. Puis on avait des cours de chocolat. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour le chocolat. J'ai fait un cours en création d'entreprise au HEC. Tout le monde me disait « T'as pas besoin de ça! » Mais après coup, je me suis dit, une chance, je l'ai fait parce que ça aurait été encore plus difficile. J'avais une étude de marché aussi. Après ça, c'était de ramasser de l'argent. Parfaitement rodé, son projet de chocolaterie s'avère plus difficile que prévu. C'est très difficile de garder une clientèle très fidèle. Et on a des réguliers, mais il faut tout le temps les accrocher. T'sais, les gens, ils veulent tout le temps goûter ce qu'il y a de nouveau, la saveur du jour quasiment. Là. Mais en même temps, on fait des gâteaux. Et ça, c'est ça qui nous a toujours aidés dans la vie, là, parce que sinon, évidemment, il y aurait eu des creux. C'est un milieu extrêmement difficile. C'est des 10, 12 heures, 14 heures, 16 heures. Puis quand c'est Noël, c'est ça, c'est du 7 jours sur 7, des heures de fou. Puis c'est correct parce qu'on fait, après ça, t'as enfin un profit, t'sais.
Tout en apprivoisant son nouveau rôle d'entrepreneur, Émilie devient maman pour la première fois. Mon fils est né le 2 novembre. Ça veut dire que ma production de Noël, je l'ai faite en allaitant. J'avais pas de congé parental, là, parce qu'il aurait fallu que je me verse un salaire. Moi, j'ai été chanceuse parce que toutes ces années-là, j'avais beaucoup de ma famille qui venait m'aider bénévolement. Malgré les efforts constants d'Émilie à innover pour attirer davantage de clients, les finances de la chocolaterie la préoccupent continuellement. Il faut aller chercher le financement quand on démarre. Après ça, il faut réinjecter de l'argent dans l'entreprise pour la faire croître. Après ça, ben, quand ça croît, il faut engager des gens. Pour moi, ça a été mon stress constant. Puis c'est dommage, mais c'est ça. C'est aussi ça qui m'amène à ma perte, entre guillemets. Un mois avant le 4e anniversaire de sa chocolaterie, Émilie ferme boutique, faute de profit suffisant. À un moment donné, tu sais, être tout le temps short, pas être capable d'aller faire assez de profit pour en vivre. Tu sais, t'as beau aimer ça, à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose. J'arrivais à me payer, mais tu sais, 5$ de l'heure. Mais là, ça fait 1 an que je me paye plus, là. Émilie tire tout de même certaines leçons de son expérience, notamment que tout prévoir n'empêche pas les impondérables de se produire, notamment l'arrivée imprévue d'un concurrent à proximité. L'autre chocolaterie, elle a ouvert 6 mois avant que j'ouvre. Puis moi, ça faisait 3 ans que je préparais mon projet pour être sur Wellington. Mais eux sont à l'autre bout complètement, moi j'étais à un bout complètement, fait on cohabitait. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fête aujourd'hui que je ferme, c'est clairement eux. Face à la concurrence, Émilie ne voit qu'une seule solution, se distinguer. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire que de se démarquer puis d'essayer d'être partout. J'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, puis j'étais présente sans être harcelante. J'étais dans le journal, j'ai fait quelques publicités, mais le problème, c'est que chaque fois que tu en mets de l'argent dans une publicité, c'est excessivement cher. Là, ton fonds de roulement pleure et t'es jamais certain des retombées que ça va avoir. Nous, on a beaucoup misé sur le fait que c'était artisanal, que c'était tout fait ici sur place, qu'on n'avait pas d'agent de conservation, qu'on avait des ingrédients frais. Pour vraiment se démarquer puis avoir le top du top, là. C'est sûr que l'achalandage n'est pas là aussi. Là. À cause de ça, j'ai décidé d'aller vraiment en ligne. Mes clients, j'espère qu'ils vont tous me suivre. C'est toujours ça le défi d'aller les chercher. Sinon, ça va être d'aller en chercher d'autres. Mais c'est pour ça que, tu sais, moi, mes chocolats, je les vends dans une des boutiques de la rue. Fait que là, on est en train de discuter pour voir est-ce qu'elle pourrait en avoir plus. Parce que oui, il y a le risque qu'ils ne veulent pas commander en ligne. Là. Et à l'heure actuelle, là, c'est 20% en ligne, 80% en magasin. Je peux pas dire « Ah, c'est sûr que ça va super bien marcher », j'en ai aucune idée. C'est certain que ça va être difficile, mais il faut que je fasse un très bon référencement pour que quand les gens cherchent, ça soit moi qui apparaisse. Quand j'ai pris la décision de fermer, je le voyais vraiment comme un échec. Là. C'est un rêve qui se brise, même s'il y a une transition puis que je continue en ligne, ce sera jamais pareil. Mais tout le monde me dit « Tu peux réouvrir? » Mais je dis « Oui, on sait pas à l'avenir qu'est-ce que ça nous réserve. » Mais si je réouvre, c'est sûr que je réouvre pas tout seul. Jamais de la vie. Là. Je sais pas si je ferais une chocolaterie, même si c'est ça que moi j'aime le plus, ou j'irais dans d'autres choses. Il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, que j'ai pas fait, mais tu sais, je veux pas avoir de regrets, là, parce que vivre avec des regrets, c'est lourd. Émilie ferme donc sa boutique sans regret, mais surtout beaucoup plus consciente de ce que signifie posséder un commerce. Je connaissais déjà Mélanie au Chat Noir, donc elle m'a dit « Oui, mais attention, parce que c'est pas, tu seras pas millionnaire. » J'étais comme « Mais je le faisais pas pour ça. » Puis j'étais toute naïve. Je suis plus partout. Bye, naïveté! Andréane Martin pour Top Chrono. Dans un autre ordre d'idées, on va vous parler de féministes. Et avec moi, j'ai Félicia Côté, qui est étudiante à la mineure des études féministes à l'Université de Montréal. On voulait s'intéresser à ce sujet. Félicia, pourquoi justement vous avez choisi ce domaine d'études? Parce que c'est quand même votre deuxième bac, ou si je ne me trompe pas, c'est ça? En fait, j'ai complété un bac en lettres et sciences humaines précédemment, puis maintenant, je suis inscrite à la mineure en études féministes à l'Université de Montréal. J'ai décidé de m'y inscrire parce que au cours de mon parcours au baccalauréat, il y avait plusieurs sujets qui étaient amenés à travers un œil plus féministe, avec une critique plus féministe, que ce soit en histoire de l'art ou littérature. Donc, c'est vraiment ces sujets-là qui m'allumaient le plus, finalement. Donc, quand ils ont ouvert, parce que c'est la première édition pour la mineure en études féministes des sexes et des genres à l'université, vu que c'est la première année, la première cohorte, exactement. Je me suis dit que ce serait une bonne manière de l'inaugurer que de m'y inscrire pour justement approfondir les sujets qui m'intéressaient déjà dans mon parcours précédent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement justement aux féministes? Oui, bien en fait, je suis de celles qui aiment beaucoup la pensée intersectionnelle, développée par Kimberly Crenshaw et plus récemment avec l'aide aussi de Sirma Bilge.
C'est une pensée qui m'intéresse plus, étant donné que c'est une façon aussi de considérer pas seulement les oppressions envers les femmes, mais les oppressions envers les personnes qui sont racisées, les personnes qui ont des orientations sexuelles qui sont moins, comme on dit, dans la norme, entre guillemets. Tout ce qui est des oppressions qui sont différentes justement que seulement par rapport au sexe de la personne, fait en sorte que chaque personne expérimente la vie différemment ou expérimente son affirmation, son identité différemment aussi. C'est ce qui m'intéresse le plus, étant donné que je suis une personne qui est très sensible aussi, fait que il y a une part de ma subjectivité qui influence mon choix là-dedans aussi, mais j'ai comme vraiment comment je pourrais dire, une affinité avec cette approche-là à cause de ça aussi. Pour mettre en contexte, est-ce que vous pouvez donner des exemples de féministes intersectionnelles, justement? Oui, bien, par exemple, là, juste comme ça, si on est une femme noire, lesbienne, cette personne-là va vivre des oppressions qui sont et du sexisme, étant donné qu'elle est une femme. Elle va vivre aussi probablement de l'homophobie à cause qu'elle est lesbienne, et puis aussi du racisme, étant donné qu'elle est une femme noire. Si je la compare avec la situation qui est la mienne, que je suis une femme blanche, occidentale, moi, la seule oppression que je vis, finalement, c'est que je suis une femme. C'est ça. Donc, cette personne-là a une expérience de la vie qui est complètement différente de la mienne, sans nécessairement dévaloriser la mienne, parce que je pourrais venir d'un milieu qui a été plus marquant ou plus oppressant qu'une femme noire lesbienne qui serait riche, mettons. Moi, je pourrais être pauvre. Tu sais, ça se compare très difficilement, puis c'est ce que j'aime de cette approche-là, finalement. C'est plus complexe aussi. Beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à théoriser. C'est pour ça que la théorie de ça s'étend sur autant d'années, parce que ça a été développé au début des années 90, mais ça continue encore aujourd'hui d'être étudié. C'est parce toujours que à jour. Parce exactement. Nouveaux, C'est la force aussi du féminisme et des études de genre et queer, parce que c'est en évolution avec la société dans laquelle on vit. Donc, à chaque année, à chaque décennie, c'est renouvelé, c'est revu en fonction de la réalité dans laquelle on vit à ce moment-là. Pendant 5 ans, il y a eu un colloque qui est organisé à l'Université de Montréal. Ça fait 5 ans. Là, c'était la première année que vous avez fait partie du comité organisateur qui s'appelait « Le féminisme prend sa place ». Parlez-nous des thèmes qui avaient été abordés. C'était les 19 et 20 mars dernier. Oui, cette année, on a décidé de faire notre sélection autour du thème de briser le plafond de verre. Cette expression-là, dans le fond, sous-entend qu'il existe une espèce de plafond transparent pour les femmes qui désirent accéder à des postes qui sont plus élevés ou à des milieux qui sont non traditionnels pour elles. On parle, par exemple, du milieu de la construction où il n'y a pas beaucoup de femmes. On voulait faire une place à ces femmes-là en sciences, aussi voir comment est-ce qu'il y a certaines études scientifiques qui ont beaucoup été réalisées, mais à partir d'un étalon homme blanc. Donc, on a regardé aussi, par exemple, il y avait des thèmes par rapport à l'itinérance des femmes âgées. Qui était un thème qui a été assez marquant, étant donné que des recherches sur l'itinérance, il y en a eu beaucoup, mais très peu sur les personnes âgées et encore moins sur les femmes âgées. Donc ça, c'était pas mal les thèmes sur lesquels se sont tournés le colloque, mais on aime aussi faire une place aux engagements puis aux organismes qui sont à l'université même, en vue justement d'une ouverture d'esprit par rapport au féminisme et puis aux personnes trans, aux personnes de sexualité différentes aussi, qui sont moins dans la norme. Là. On a malheureusement pas de temps, mais je sais qu'il y a un autre sujet qui vous intéressait beaucoup, c'était l'art et le féminisme, finalement. Oui. C'est ça? Très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Très rapidement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, étant donné que je viens d'un background artistique. La culture, ça m'intéresse beaucoup, puis je trouve que c'est une belle manière d'aller chercher l'empathie des gens. Fait que de passer un message politique à travers des œuvres, je trouve que ça se fait vraiment bien. En tout cas, vous êtes une bonne continuation pour la suite de vos études. Merci beaucoup, Félicia. Merci à vous, merci. Et maintenant, on vous présente un calendrier culturel des activités à surveiller au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Tout d'abord, en théâtre, la pièce de théâtre Muliate sera présentée les 11, 13 avril ainsi que le 11 mai. Muliate raconte l'histoire d'une Innu, Shanice, qui décide de quitter sa réserve pour s'installer à Montréal. Elle fait la rencontre d'un jeune allochtone et montréalais d'origine, Christophe, et ensemble, ils vont résoudre la dissonance identitaire auquel ils sont confrontés. Également, en art visuel et médiatique, il y aura le vernissage de la Biennale de l'AQESAP, soit l'Association québécoise des éducateurs et éducatrices spécialisés en arts plastiques. C'est un groupe qui regroupe une vingtaine d'artistes qui explora le thème « Le cabinet des curiosités ». Le cabinet des curiosités rassemblait des collections d'objets souvent inusités pour étudier, comprendre et interpréter le monde, mais aussi pour impressionner l'entourage des bien nantis. Donc, l'éventail des matériaux sera tout aussi inusité
pour cette exposition. On parle de dessin, peinture, sculpture, objets trouvés, collage et textile. Le vernissage aura lieu le samedi 14 avril. Et enfin, en littérature, le 20e festival Métropolis Bleu aura lieu du 20 au 29 avril à l'Hôtel 10, ainsi qu'à une douzaine d'autres lieux à Montréal. Pour cette 20e édition, le festival se concentre sur le thème des livres et des idées. On parle de 240 activités ou rencontres, 125 pour adultes et 115 activités pour les enfants. Ce sont 262 participants s'exprimant dans 15 langues en provenant de 19 pays, entre autres le Canada, la France, les États-Unis, l'Israël, l'Espagne et plusieurs autres. Donc, on vous invite bien sûr à vous rendre sur le site Web pour leur programmation complète. Et à la météo, Pierre, beaucoup de pluie avant de pouvoir profiter du soleil. Oui, beaucoup de pluie pour l'ensemble de l'est du pays. En fait, on a un système dépressionnaire qui est situé au nord de Terre-Neuve et le prochain, en fait, il est situé juste ici en bas. Donc, présentement, il est près de la Caroline du Nord et il va remonter et il va affecter beaucoup donc l'ensemble des provinces maritimes. Si on regarde un petit peu plus proche, vous voyez la dépression qui est juste ici, qui va donc affecter dès demain le Nouveau-Brunswick. Ensuite, bien sûr, va se rendre jusqu'à Terre-Neuve et va nous amener beaucoup de pluie et même, regardez, des risques d'orage à Montréal dans les prochains jours. Si on regarde la prévision, 5 jours. Lundi, maximum de 10 degrés, minimum de 2, avec des possibilités de précipitation de 80 %. Donc, amenez le parapluie avec vous. Mardi, de la pluie, mais les neiges. Mercredi, seulement de la pluie. Les températures vont remonter pour dépasser, ou du moins frôler, le 0 degré Celsius. Tandis que jeudi, on commence à avoir du beau temps, quelques petits passages nuageux et du soleil pour vendredi. Donc, ça promet d'être vraiment beau pour la fin de semaine prochaine. Alors, on ne manquera pas d'apporter notre parapluie. Merci beaucoup, Pierre. Et avec nous, Sonny Carpentier qui vient nous parler de son émission. Alors, qu'est-ce qu'on va surveiller avec vous, Sonny? À Top Chrono, bien sûr. Eh bien, dans mon émission, Barbara, on fera le retour d'actualité des derniers jours, bien sûr, mais on a plusieurs reportages très intéressants. Un, entre autres, sur les médecins étrangers qui arrivent ici au Canada et qui n'ont pas la permission de travailler. Pourtant, on a une pénurie de médecins ici au Québec, mais aussi à travers le Canada. Donc, on a vraiment un reportage intéressant sur ce sujet-là. Également, vous parliez de ferme plus tôt. Bien, nous, on a un reportage complet de la journaliste Annie Ledoux qui est un peu sous forme de documentaire. Oui. Elle est passée 2 jours sur la ferme complet pour voir un peu ce quotidien-là qui est très exténuant. Donc, c'est vraiment intéressant de la suivre et de voir comment ça fonctionne sur une ferme familiale. On rentre vraiment dans leur vie quotidienne avec ce documentaire-là. Là. Exactement. On les suit du matin jusqu'au soir et ça commence très tôt, vous allez voir là, à l'émission. Et puis également, on a Émilie Grandmont-Bérubé qui sera avec nous pour parler de la prochaine foire papier qui est là à Montréal du 19 au 22 avril. Émilie qui va justement animer une discussion sur la place des femmes en art. Je sais que c'est un sujet que vous avez parlé aujourd'hui à l'émission. Eh bien, on va parler de la place des femmes en art avec Émilie, en plus de revenir un peu sur l'événement Foire et papier. Très intéressant. 40 artistes qui vont être là cette année. Encore une très belle édition pour la 11e. En tout cas, ça promet dans votre émission. Merci beaucoup, Sonny, pour le survol. On s'assurera de ne pas manquer ça. D'ici là, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup d'avoir été nous. Un gros merci, bien sûr, à toute l'équipe technique qui s'est occupée de la production. Merci à Geneviève Mousseau, productrice au contenu, Isabelle Bergeron à la recherche et Jean-Louis Aubu au montage. Également, un gros merci à tous nos invités ou aux journalistes qui nous ont fourni des reportages. Nous vous reverrons une prochaine fois à Top Chrono. D'ici là, passez une excellente journée. Mon nom est Barbara Laurentin et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Bonjour à tous, mon nom est Sonny Carpentier. Ici Barbara Laurentin. Nous avons la chance d'animer Top Chrono, une émission créée entièrement par les étudiants au certificat de journalisme de l'Université de Montréal. Actualité, culture, société et une panoplie de reportages de nos étudiants. Tout ça en 45 minutes. Disponible sur notre chaîne YouTube. Ne manquez pas ça.
Top Chrono, pour un regard différent sur l'actualité.